Je suis venue sur la côte sableuse d'Aulis-la-Maritime. J'ai traversé les flots du détroit de l'Euripe. J'ai laissé derrière moi ma cité de Chalkis qui, près de la mer, nourrit les eaux de la fameuse Aréthuse. Je désirais voir l'armée des Achéens et les rames des vaisseaux qui portaient les glorieux demi-dieux, qu'au dire de nos époux, le noble Agamemnon et les blonds Ménélas envoient vers Troie, sur leurs innombrables navires de sapin, pour reprendre Hélène, enlevée par le bouvier Paris sur les bords de l'Eurotas couvert de roseaux. Elle était le don qu'il avait reçu d'Aphrodite lorsque, près d'une source fraîche, Cypris disputa le prix de la beauté à Héra et Pallas. J'ai traversé le bois où tant de victimes sont sacrifiées à Artémis. Je suis venue en toute hâte, avec aux joues la pourpre d'une jeune pudeur. Je voulais voir le rempart des troupes, les tentes remplies des armes des Danaens et la multitude de leurs chevaux. Voilà, le décor est planté, ça marche pas. Si vous m'entendez? Le décor est planté, on est à Aulis, et l'intrigue va commencer, le drame. Voilà. Et ce passage vous a été dit, c'est un passage du cœur, il vous a été dit par Dimitra Contou, qui est comédienne et qui est chanteuse. Vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs. Et Dimitra Contou est athénienne, d'origine, du moins grecque, et elle vit maintenant à Paris depuis à peu près 20 ans, c'est ça Dimitra? Voilà. Quant à nous, je vous remercie. Moi, je suis Dominique Sierra, l'éditrice, et je suis très heureuse d'être ici. Comme chaque fois que je viens d'ailleurs en Grèce, je viens à la librairie, que j'aime. Elle est belle. Et elle est chaleureuse, comme le sont Odile Brier, que je remercie particulièrement pour son accueil toujours très enthousiaste et chaleureux. Et puis Diamantis, qui s'occupe merveilleusement de tout ce qu'il faut faire pour que la rencontre ait lieu agréablement pour tous et pour nous. Donc le décor est planté, nous sommes là, et nous allons écouter aussi ce qu'ont à nous dire les deux traducteurs, à savoir Jacqueline Boucher et René Boucher, qui ont accepté de traduire ce texte. Ce texte, je l'ai eu en tête pendant très longtemps, mais sans penser que j'allais publier forcément ce livre-là d'Euripide. J'ai toujours beaucoup aimé les tragiques grecs, d'une manière générale. Et j'avais fait avec un peintre grec, Haris Euxénos, dont vous voyez ici une peinture. Il fait pas mal de collages. Et à l'intérieur, vous verrez, enfin dans les vitrines, il y a aussi une peinture de Haris Euxénos. Et j'avais fait avec lui un livre de poèmes de Séphéris, vraiment qu'il a merveilleusement illustré, comme celui-ci d'ailleurs. Et il avait aussi fait un livre d'une poétesse italienne, franco-italienne, que j'ai publié, Camilla Sederna. Et donc j'étais allée le voir lors d'un passage à Athènes. Il ouvre la porte de son atelier et à ce moment-là, je vois des peintures magnifiques, de grandes peintures extrêmement lumineuses sur les murs. Et il m'explique, il me dit, c'est tout un travail que j'ai fait, me dit-il, sur le personnage d'Iphigénie. Alors on discute de tout ça, je lui dis que vraiment c'était très 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 beau. Et il lance, et si on faisait un livre? Et voilà comment c'est arrivé. Moi, je n'avais pas pensé du tout à Iphigénie en soi. Et puis, je me suis emballée et nous avons décidé de faire le livre. Et à ce moment-là, il fallait trouver un traducteur. J'avais le peintre, il fallait des traducteurs. Et je connaissais les traductions de René Boucher, qui sont les traductions, entre autres, de Yanis Kurtsakis, qui est là, dont Le Dicolon, qui est un livre merveilleux. Et j'aimais énormément toutes les traductions que j'avais lues, pour la beauté de leur écriture, entre autres. Je ne suis pas capable, là je ne connais pas assez le grec pour savoir si ce sont de bonnes traductions au sens académique du terme, mais je crois que si, de toute façon. J'ai une confiance absolue. Et un jour, dans une rencontre en librairie, avec Yanis Kurtsakis, il y avait Jacqueline et René Boucher. Et je me suis dit, je vais leur demander. J'ai osé leur demander.
pas trop sûr, parce que La Tête à l'envers est vraiment une petite maison d'édition, et puis vous connaissez peut-être, certains d'entre vous vous connaissent, je crois qu'ils connaissent tous votre simplicité et votre gentillesse. Et j'ai tout de suite eu une réponse positive pour ma plus grande joie. Voilà. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté si vite, et qu'est-ce qui fait que vous ayez eu, je crois, du plaisir à faire cette traduction. J'ajoute d'ailleurs que ce que j'avais demandé, j'y tenais énormément, hein, c'est que ce soit un livre qui ne soit pas universitaire. Je voulais une traduction pour le plaisir de l'homme ou de la femme du XXIe siècle que nous sommes. Je voulais que d'emblée on puisse entrer dans ce livre, parce que c'est un drame que je crois qu'on peut tous suivre avec intensité et une grande émotion. Et je voulais rien d'autre. Je voulais la beauté du texte et rien que le texte. Et je crois, c'est ce qui a été fait. Et alors je vous remercie aussi. À votre question, Dominique, la réponse sera d'abord un grand remerciement. Un grand remerciement pour nous avoir donné l'opportunité d'une belle aventure, d'un travail mené à deux sur la base de notre amour commun du grec et de nos compétences respectives. Ce fut une expérience riche en échanges, en complicité, en controverses quelquefois aussi, mais je dois le dire, et je pense que René en sera d'accord, assez vite dépassée et fondue dans le creuset de cette traduction que nous vous présentons aujourd'hui. Pour ma part, j'ai aussi été particulièrement heureuse, après avoir emprunté les chemins de l'écriture personnelle, de m'adonner à cette alchimie créatrice qu'est la traduction. De cela, je m'étais, à vrai dire, approchée à travers mes activités de professeur de grec, mes travaux de jury de concours, sans pouvoir me donner la liberté de m'y livrer vraiment. Et pour emprunter un terme utilisé dans le dictionnaire amoureux de la traduction, je dirais que l'université nous amène à former, à évaluer et à être nous-mêmes plutôt des versionnistes que des traducteurs. Et donc à produire des textes un petit peu corsetés par la prudence philologique, qui n'est pas très propice au naturel et à l'élégance. Donc la feuille de route que Dominique nous donnait, qui était justement une traduction sans notes, sans commentaires savants, juste avec le souci d'être le plus fidèle à l'esprit du texte, me convenait tout à fait. Et puis je savais que mon comparse, vieux routier, lui, de la traduction, saurait me remettre en bon chemin si par hasard la tentation de l'exactitude académique reprenait ses droits sous ma plume. Enfin, Iphigénie à Aulis m'offrait le plaisir du retour à une pièce que j'avais souvent lue et commentée avec mes élèves, peut-être même, je dirais, assez ou trop longuement, au point que j'entends encore un inspecteur me gronder gentiment. Madame Boucher, il y a les autres auteurs qui attendent. Mais l'intérêt, l'émotion que manifestait mon jeune public me confortait dans l'idée qu'Iphigénie à Aulis était vraiment la pièce à mes yeux la plus réussie d'Euripide, la plus émouvante aussi. D'Euripide est donc celui dont Aristote disait qu'il était tragikodatos, le plus tragique des poètes tragiques. Ainsi, Iphigénie à Aulis a une place toute particulière dans la littérature grecque. Écrite alors qu'Euripide avait quitté Athènes pour la Macédoine, et donc la cour du roi Archélaos, elle a été représentée de manière posthume, sans doute en 405 avant Jésus-Christ, obtenant le premier prix, ce qui n'était pas souvent arrivé à Euripide, à la différence de ses prestigieux concurrents.
Elle a été donc la dernière pièce écrite par le dernier en date des poètes tragiques. Elle me semble donc, plutôt avec elle, me semble-t-il, le genre connaît son acmé et en même temps quasiment sa fin. Avant Euripide, Échille et Sophocle avaient écrit une Iphigénie, dont il ne nous reste que des fragments, et ils avaient fait aussi allusion à ce thème dans d'autres pièces. Euripide lui-même l'avait déjà évoqué dans plusieurs de ses œuvres, et il avait écrit, sans doute en 400 avant Jésus-Christ, une Iphigénie en Tauride, où l'on voyait l'héroïne devenue prêtresse d'Artémis, après avoir été sauvée du sacrifice, enlevée par la déesse Artémis, selon la version de la légende qu'Euripide, justement, reprend dans le dénouement de la pièce dont nous parlons. Iphigénie à Aulis est donc, dans la longue carrière du poète tragique, le point d'orgue d'un thème et l'aboutissement de toute une vie de réflexion. Sa représentation, pour les spectateurs qui la découvrirent, était donc tout à la fois riche du souvenir des spectacles précédents et forte de la nouveauté du traitement de l'intrigue et des personnages. On change de micro, vous m'entendez avec celui-ci? Oui. Bon, très bien. Vous avez entendu, pour commencer, un passage de la première apparition du chœur, ce premier Stasimon, comme on disait, qui présente le sujet. C'est un épisode que tous les Grecs connaissaient, que vous connaissez sans doute, hein. Cette armée des Grecs réunie près de la ville d'Aulis. La flotte est immobilisée faute de vent. Le chef de l'armée, le roi de Mycène, l'Argos, Agamemnon, consulte le devin Calchas, et la réponse du devin Calchas est l'oracle d'Artémis. Il faut, Agamemnon, que tu sacrifies ta fille pour que les vents soufflent et emportent la flotte vers Troie qu'il faut détruire pour venger le rapt d'Hélène, l'épouse du frère d'Agamemnon, Ménélas, le roi de Sparte. Et on en est là, quand commence la pièce. Il faut peut-être quand même dire que cette première apparition du chœur est précédée de 2 scènes déjà, que je rappelle brièvement. Agamemnon, qui s'est dans un premier temps résolu à sacrifier sa fille, se ravise. Il dialogue avec un vieux serviteur, lui remet une tablette, un message à apporter à son épouse Clytemnestre, à sa fille Iphigénie, qui sont déjà en route pour qu'elle rebrousse chemin. Deuxième scène, le vieux messager rencontre Ménélas, et Ménélas lui arrache la tablette des mains, intercepte le message, évidemment furieux devant cette trahison de son frère. Alors j'évoque ces deux scènes parce qu'elles me conduisent à vous parler d'un aspect de la pièce qui est très important dès le début et qui fait en grande partie son originalité, à savoir Iphigénie à Aulis d'Euripide est une pièce dans laquelle l'empreinte de l'histoire d'Athènes à la fin du 5e siècle, de l'histoire contemporaine de l'auteur, est très présente et très sensible. Et en même temps, paradoxalement, c'est cet aspect-là qui la rend peut-être assez proche de nous, on va voir. Il faut quand même rappeler, peut-être brièvement, Athènes, puisque nous sommes sur les lieux mêmes, qu'on ne se rendait pas au théâtre dans l'Antiquité comme on le fait aujourd'hui. Une représentation théâtrale, ce n'est pas une affaire privée. Le théâtre est pris en charge par la cité. Les représentations des tragédies ont lieu dans le cadre d'une fête religieuse, qui est d'ailleurs aussi une fête civique.
les Dionysies au début du printemps. Fête civique, par exemple, c'était au début de cette fête que les éphèbes devenaient des citoyens de plein droit, revêtus de leur armure, ils devenaient des guerriers. Autrement dit, les spectateurs de ces tragédies étaient dans la même situation lorsqu'ils écoutaient les acteurs que lorsque, à l'Ecclésia, à l'Assemblée du peuple, à l'Héliade, au tribunal, où siégeaient 6000 citoyens, ils écoutaient leurs orateurs. Ce sont les mêmes personnes venues en foule, en nombre en tout cas, assister à une cérémonie, on va qualifier de civique. Les dépenses inhérentes, par exemple, à l'entraînement qui était l'entraînement du cœur et destiné à payer les corettes, était l'objet d'un impôt, d'une liturgie, comme on disait, d'une chorégie. Un chorège, assez fortuné en général, était désigné pour cela. Il y avait au bout du compte un jury de citoyens tirés au sort, d'une dizaine de citoyens, qui accordait le prix au nom de la cité. Et donc, la tragédie est, si vous voulez, structurellement et officiellement rattachée à la vie de la cité, et peut-être même indissociable de la vie démocratique de la cité qu'était Athènes à la fin du 5e siècle. Cela mérite d'être rappelé, disais-je, parce que Iphigénie Aulis renvoie explicitement à la vie démocratique d'Athènes à la fin du 5e siècle. On va voir cela, il est question de la guerre. Athènes est en guerre depuis 25 ans. La guerre est sur le point de se finir avec la défaite d'Athènes d'ailleurs. Il est question de l'ambition et de la passion politique des chefs, Agamemnon et Ménélas pour l'essentiel, mais Ulysse aussi qui est cité. Il est question de la pression de l'armée, autrement dit du peuple, on dirait aujourd'hui de l'opinion publique. Il est question de la démagogie. Le mot démagogue en grec ancien n'est pas forcément péjoratif, mais il tente déjà à le devenir. Et on est dans une période, vous connaissez Alcibiade, Cléon, ces démagogues que Thucydide présente dans son histoire. Il est question de tout cela, et alors même que le sujet est emprunté au mythe, n'a rien à voir avec la vie démocratique d'Athènes, alors même aussi que Euripide passe pour être un écrivain qui s'est toujours tenu très loin de la vie de sa cité. Si on le compare par exemple à Sophocle, qui a été 2 fois stratège, qui a été ami de Périclès. Dernière chose, le rapport de la pièce à son contexte historique est marqué par une originalité, peut-être même un paradoxe qui mérite d'être souligné. Je vous disais qu'en 405, on est à la fin de la guerre du Péloponnèse, une guerre qui oppose certes 2 cités, on dirait aujourd'hui impérialistes, mais 2 cités qui représentent 2 régimes politiques antinomiques. La démocratie pour Athènes, l'oligarchie pour Sparte. Et dans cette période troublée, Euripide écrit une pièce où ce qui s'impose d'emblée, on l'a vu dans le première apparition du chœur, c'est la vision d'une Grèce unie. Description de la flotte de toutes les cités dans cette partie chorale. Plus qu'à leur présent, cette pièce renvoie les spectateurs contemporains d'Euripide plusieurs décennies en arrière, peut-être aux guerres médiques, au moment de la naissance d'Euripide. Cette unité des Grecs, elle est certes inhérente à l'épisode mythique choisi par l'auteur, mais les propos des divers personnages tout au long de la pièce, et ceux d'Iphigénie en particulier, pourraient relever de ce qu'on pourrait aussi appeler un patriotisme panhellénique. Cette Grèce unie, d'autre part, elle importe d'un point de vue dramaturgique
parce que par son poids politique, elle est le moteur de la pièce. Elle pèse sur l'action des personnages qui changent d'avis, qui prennent des décisions parce que l'armée est là, parce que le peuple pousse dans un sens. Et cette Grèce unie dicte les débats, dicte les retournements des personnages tout au long de la pièce. On voit d'ailleurs très vite que l'objectif de la guerre, qui est initialement la vengeance qu'appelle l'enlèvement d'Hélène et dont la destruction de Troie, passe au second plan, même si cet objectif est épisodiquement cité, et cède la place à la menace que font peser les barbares sur la Grèce. Et ces barbares, ils ne sont pas présentés, ils sont présentés comme des barbares dans le sens moderne du terme. Un barbare en grec ancien, ça peut signifier celui qui n'est pas grec, qui parle une autre langue. Non point ici. Ils menacent d'enlever les femmes grecques comme Paris a enlevé Hélène, et surtout ils sont soumis à un pouvoir autoritaire, un pouvoir tyrannique, despotique. Ce sont des esclaves, dit Iphigénie. Je cite 3 vers. Iphigénie dit à sa mère que les Grecs soient maîtres des barbares et non les barbares des Grecs. Mère, c'est naturel. Les uns sont des esclaves, les autres des hommes libres. On assiste donc dans cette pièce à une guerre culturelle menée non seulement au nom de la survie de la Grèce, comme lorsque les Perses l'ont attaqué, mais surtout pour la défense d'un régime politique qui se résume dans la notion de liberté que vient de mentionner ce vers d'Iphigénie. Opposé au despotisme barbare, qu'est-ce que la liberté? Ce n'est pas simplement l'indépendance de la Grèce, c'est aussi la démocratie. Alors là, on est bien loin de la conception de la guerre de Troie telle que Euripide l'hérite d'Homère. On est dans un tout autre contexte et on comprend bien qu'il s'agit là d'un débat dont on peut, mutatis mutandis, trouver des échos dans notre monde moderne. Alors, on va vous lire maintenant, Dimitra va lire un passage de la tirade de Ménélas lorsqu'il s'adresse à son frère. Ménélas vient d'arracher donc la tablette des mains du messager et il s'en prend vivement à Agamemnon. On a là ce qu'on appelle une scène d'agone, c'est-à-dire de combat, de joute verbale. Il y en a plusieurs dans la pièce et plusieurs chez Euripide, mais Euripide passe pour être le créateur de ce type de scène dans la tragédie. Certains imputent cette invention au fait qu'Euripide aurait fréquenté les philosophes Socrate, Anaxagore, Protagoras, et qu'il était donc habitué au débat d'idées, mais on peut penser tout simplement qu'il est imprégné de la culture démocratique de sa cité, et on voit là que l'écriture dramaturgique, au fond, se construit en analogie avec le débat public. À être sans constance, on est injuste et peu sûr pour ses amis. Je veux te confondre. Toi, ne tourne pas le dos à la vérité en cédant à la colère, et moi, je n'insisterai pas plus que nécessaire. Tu sais, quand tu briguais le commandement des Danaens contre Ilion, avec l'air de ne pas le vouloir, mais en le désirant au fond de toi, combien tu étais humble. Tu serrais la main à tout le monde, tu laissais ta porte ouverte à tout homme du peuple. Tu offrais un abord facile aux uns comme aux autres, même mal disposés. Tu cherchais par ta conduite à acheter les faveurs du peuple pour obtenir cet honneur. Et puis, quand tu as eu le pouvoir, tu as changé de comportement avec tes amis. Tu n'étais plus pour eux celui que tu avais été. Tu n'étais plus affable, tu te claquemurais, tu te faisais rare. Il ne convient pas à un homme de bien de changer des manières quand il gagne un haut rang.
Il doit être au contraire un appui sûr pour ses amis, surtout quand la réussite lui donne plus que jamais les moyens de leur rendre service. Je commençais à t'attaquer sur le point où je t'ai d'abord trouvé un défaut. Ensuite, quand tu es arrivé à Aulis avec l'armée de tous les Grecs, tu as été anéanti, sidéré par le coup du sort voulu par le dieu qui te privait de vent favorable pour l'expédition. Les Danaens te demandaient de renvoyer la flotte, de ne plus languir pour rien à Aulis. Comme tu avais l'air triste, quelle confusion sur ton visage à l'idée que tu ne serais plus à la tête de milliers de bateaux et ne remplirais pas du bruit des armes la terre de Paris. Tu implorais mon secours. Que faire? Quelle issue trouver? De quel côté? Tu ne voulais pas te voir privé de ton pouvoir et perdre l'éclat de ta gloire. Pour moi, je déplore surtout le malheur de la Grèce. Alors qu'elle voulait accomplir un brillant exploit, elle va, à cause de toi et de ta fille, épargner les barbares en s'exposant au rire de ces hommes de rien. Je ne saurais, du fait de sa seule naissance, mettre un homme à la tête d'un pays ou d'une armée. C'est la raison qui doit faire le chef. On voit là que Ménélas argumente en bon rhéteur un discours construit qui présente les moments successifs de ce qu'on peut appeler la lâcheté de son frère. Il y a d'abord la brigue électorale. Tu cherchais par ta conduite à acheter les faveurs du peuple. Le mot acheter est fort, on ne sait pas comment il faut l'interpréter, dans le sens premier ou non. Ensuite, une fois le pouvoir conquis, il y a le reniement. Et puis, quand tu as eu le pouvoir, tu as changé de comportement avec tes amis. Enfin, la faiblesse devant le coup du sort voulu par les dieux, qui entraîne l'irrésolution, les tergiversations. En somme, le contraire de la constance et de la fermeté attendue chez un chef. Le personnage d'Agamemnon est donc présenté par son frère comme un politique, on a envie de dire presque un politicien, versatile et surtout faible devant la pression populaire. On voit sans peine combien tout cela est à la fois anachronique par rapport au récit légendaire sur lequel repose la pièce, et moderne, que ce soit pour les Athéniens du temps d'Euripide ou pour les citoyens que nous sommes encore aujourd'hui. Par cette référence très claire à la vie politique de son temps, Euripide modifie en effet le sens du mythe. La cause première du sacrifice d'Iphigénie dans la tragédie, c'est l'oracle d'Artémis, c'est la volonté des dieux. Ici, une cause seconde prend le dessus, c'est la peur que l'armée des Grecs, autant dire la peur du peuple, inspire à ses chefs. Ce n'est pas le caractère injuste de l'ordre divin ou de la destinée qui est mis en avant, comme chez Échille ou Sophocle, c'est l'injonction politique. Agamemnon dit à sa fille, c'est la Grèce qui exige ce sacrifice. Dans un autre passage, Ménélas dit à son frère, qui pourrait t'obliger à tuer ta propre fille? Et Agamemnon lui répond, toute l'armée des Achéens. Vous voyez, l'armée des Achéens, la Grèce, et non pas Artémis. Finalement, Agamemnon et Ménélas font figure ici de chefs médiocres, on pourrait dire. L'un est mu par l'ambition, Agamemnon, l'autre par le désir personnel de retrouver une exécrable épouse, dit le texte, et cela plutôt que par l'intérêt supérieur de la Grèce. Cet objectif supérieur, c'est Iphigénie qui, à la fin de la pièce, l'assume, et on voit qu'il y a un intérêt dramaturgique à opposer
à poser au début de la pièce la médiocrité de ses chefs. À la fin de la pièce, au contraire, la conscience qu'a Iphigénie, par l'acceptation du sacrifice, de rechercher une gloire posthume, une gloire noble et durable, bien loin de la gloire consistant en la préservation du pouvoir, qui est celle d'Agamemnon. Je finis mon propos en citant 3 vers d'Iphigénie. « J'offre mon corps à la Grèce, sacrifiez-moi, détruisez Troie. Ce sera pour longtemps mon monument, ce seront mes enfants, mon nom et ma gloire. » Alors justement, je voudrais vous demander, à l'un ou à l'autre, puisque là on est dans le contexte entre autres politique, mais quel est, si on en revient quand même au tout début de notre rencontre, à savoir, comme Dimitra a donné la lecture du cœur. Je voudrais vous demander comment s'inscrit le cœur, justement, le rôle du cœur dans la pièce, d'une manière générale dans les pièces grecques, mais en particulier quand même dans celle-ci. Eh bien, effectivement, la tragédie grecque est alternance de paroles et de chants, et son déroulement est rythmé par les interventions du chœur. Un groupe de chanteurs de 12 d'abord, puis 15 personnes, qui a comme rôle d'interrompre l'action, de la commenter, et se caractérise par un consensus et une distance par rapport à l'action qui, justement, l'oppose aux personnages qui, eux, sont aux prises avec leurs dilemmes et leurs controverses. Les metteurs en scène, surtout aujourd'hui, sont un peu embarrassés avec cette voix collective, étrangère à nos habitudes. Ils sont parfois tentés de l'escamoter, et je pense que cela est regrettable, car, à mon sens, le chœur apporte une dimension précieuse à la pièce. Donc, comme cela a été dit, le chœur que l'on a entendu au début de la rencontre est constitué des femmes de Chalcis qui sont venues en voisine à Aulis. Et tout au cours de la pièce, il me semble qu'elles se caractérisent par ce fait qu'elles sont un regard qui guide le spectateur, qui élargit, qui approfondit la scène, qui multiplie au fond les spectacles dans le spectacle. D'abord ce regard curieux de ces étrangères qui, comme les spectateurs au théâtre sont venus voir, qui nous offrent par leurs paroles une vue panoramique sur cette immense armée, objet de leur curiosité, avec, pourrait-on dire, des zooms sur tel ou tel personnage, telle ou telle scène pittoresque. Par exemple, ces 2 guerriers qui jouent à quelque chose qui ressemblerait aux dames, ou bien tel autre qui s'entraîne au lancer du disque ou à une autre activité sportive. Mais c'est aussi un regard qui, en embrassant l'impressionnant rassemblement, nous fait percevoir, sentir la puissance effrayante de l'attente de ces guerriers lassés de l'inaction. Et je retrouve le propos précédemment tenu. Nous entendrons par les personnages cette crainte de l'impatience du peuple, de l'armée, mais de manière lyrique. Le chœur nous fait justement tout à fait percevoir cela avant tout. Il matérialise en quelque sorte l'angoisse des chefs conscients de cette impatience, et donc nous prépare ainsi à la découvrir par la voix des personnages. Si nous continuons sur le thème du regard, nous trouverons encore dans le chœur le regard, cette fois, tourné vers le passé, le regard de la mémoire, certaines formes de flashback, dirions-nous. Par exemple, celui qui nous fait revivre la scène fatale qui vit le coup de foudre réciproque de Paris et d'Hélène, funeste origine de la guerre de Troie. Debout devant le palais d'Hélène incrusté d'ivoire, tu plongeas ton regard dans le sien,
Tu lui donnas l'amour, et de l'amour tu connus toi aussi les transports. Enfin, c'est encore le regard de l'imagination, celui qui se projette vers l'avenir, quasiment prophétique, et qui est peut-être le plus émouvant, que nous transmet donc le cœur. Lorsque convaincu que le sacrifice ne pourra être évité, le cœur projette sa vision presque hallucinée de l'apocalypse que sera la guerre de Troie, massacre, ruine, désolation. Et cette anticipation se double encore de ce que j'appellerais un futur second, lorsque le cœur nous fait entendre les appréhensions qu'auront les Troyennes à cette époque. L'attente que vivront les Lydiennes couvertes d'or et les épouses des Phrygiens, debout devant leur métier, se disant l'une à l'autre « Qui, dans un flot de larmes, va me tirer par mes belles boucles pour m'arracher à ma patrie perdue ?» Ce mariage du passé ressuscité et de l'appréhension de l'avenir se fait particulièrement entendre dans le 3e Stasimone, ou chant du cœur. Celui-ci intervient au moment où Achille et Clytemnestre quittent la scène, après s'être entendus sur la tactique à adopter pour détourner Agamemnon de son sinistre projet. Ici, le rappel du passé, les noces de Thétis et Pélée, les futurs parents d'Achille, est au service d'une douloureuse comparaison avec l'avenir qui se profile pour Iphigénie. Je vous propose d'écouter le début de ce passage, dont un critique du XVIIIe siècle avait dit qu'il était omnium in Euripide pulcherimum et suavissimum, donc dans tout ce qu'a écrit Euripide, ce qu'il y a de plus beau et de plus charmeur. Quel chant d'Hyménée s'est élevé, accompagné par la flûte libyenne, mêlée à la cithare, amie de la danse, et au roseau des syrinx, quand, sur les pentes du Pélion, les Piérides aux belles boucles, lors du banquet des dieux, frappaient le sol en y imprimant la trace de leurs sandales d'or, en chemin vers les noces de Pélée. Elles invoquaient de leur voix mélodieuse Thétis et le fils d'Éaque sur les monts des Centaures et dans les forêts du Pélion. Le fils de Dardanos, le Phrygien Ganymède, délice chérie de la couche de Zeus, puisait une libation au creux d'or des cratères. Le long des sables éclatants de blancheur, les 50 filles de Nérée ont célébré le mariage en faisant tourner leurs rondes. Portant des branches de sapin et la tête couronnée d'herbes tressées, la cavalcade des centaures est montée vers le banquet des dieux et le cratère de Bacchos. À voix forte, ils se sont écriés « Ô filles de Nérée, Chiron le devin, initié à l'art de Phoebos, a déclaré que tu mettrais au monde un enfant, grande lumière pour la Thessalie. Avec les lances et les boucliers des Myrmidons, il viendra mettre le feu au pays de Priam, cette terre glorieuse, revêtue d'une armure d'or, œuvre d'Héphaïstos qu'il recevra en cadeau de sa mère, la déesse Thétis, qui l'aura mise au monde. » Alors, les dieux ont célébré les noces bienheureuses de la première des Néréides et son hymen avec Pélée. Toi, les Argiens mettront sur ta tête tes belles boucles en couronne, telle une génisse tachetée, venue vierge des grottes rocheuses des montagnes, pour faire jaillir le sang de ta gorge de mortel. Manamuta
tragédie grecque, parce que on a souvent tendance à penser... Comment ? Ah, pardon. Je pensais que demander donc, vous m'entendez là, je crois que c'est Jacqueline qui va répondre, quel était le rôle de la femme en particulier dans cette pièce, parce que Clytemnestre, elle a un sacré caractère, même si elle est soumise à son mari. Non, elle a elle a une manière de lui parler parfois, ma foi, pas mal du tout à mon avis, et elle se double d'une mère extrêmement attentive à ses enfants. Donc je vais laisser Jacqueline raconter. Bien, je pense que l'évocation du cœur dont nous parlions tout à l'heure est une introduction naturelle à celle des personnages féminins de la pièce et de l'image de la femme qui s'en dégage. La réputation de misogynie qu'Aristophane a contribué à attacher à Euripide se trouve bien démentie par les qualités que d'abord ces jeunes femmes de Chalcis manifestent, cette étonnante audace qui les amène à venir voir de leurs propres yeux ce que leur mari évoquait à la maison. On peut voir dans cet élan l'image de la femme telle qu'Euripide nous la montre dans la pièce, et bien sûr on va la retrouver avec Clytemnestre, comme vous le disiez, c'est-à-dire dynamique, volontaire, combative, et bien sûr dont la force et l'énergie trouvent son apogée
sa version héroïque dans la figure d'Iphigénie à laquelle nous reviendrons. Ce sont les femmes aussi qui sont plus philosophes que les hommes. Elles chantent les vertus de la sagesse et de la modération. C'est une grande chose que de partir en quête de la vertu, dit le cœur de ces moments. Enfin, et surtout, c'est la capacité d'empathie qu'elle manifeste aussi bien pour le malheur qui est en marche, pour Iphigénie et pour sa famille, que pour ces lointaines Troyennes dont elles imaginent les angoisses dans le passage que j'évoquais tout à l'heure. Elles sont une image de la bienveillance, du souci d'autrui, de la capacité à s'émouvoir pour l'autre, quel que soit son camp. Une scène délicieuse, s'il ne planait la menace d'un terrible futur, illustre à merveille cette douceur féminine, cette sollicitude. C'est une petite scène, mais elle me semble importante et significative. C'est celle de l'arrivée de Clytemnestre et de ses enfants. Le Coryphée, qui est le porte-parole du chœur, appelle ses compagnes à accueillir avec prévenance et délicatesse la reine et surtout son fils Oreste, encore tout petit enfant qu'il ne faut pas effrayer. Et la première image que nous avons de la mère d'Iphigénie, la reine Clytemnestre, est celle d'une mère attentive à ce que chacun descende avec prudence et bienséance du char. Je donnerai quelques vers significatifs. Le Coryphée dira « Accueillons la reine au sortir de son char, veillons à ce qu'elle ne glisse pas en mettant pied à terre. » Et Clytemnestre, un peu plus loin, « Toi, mon enfant, quitte cet attelage de pouliches et pose à terre ton pied délicat et fragile. Vous, jeune fille, accueillez-la dans vos bras et aidez-la à descendre. Que l'une de vous m'offre l'appui de sa main pour que je quitte mon siège sans faux pas. » Cette insistance donc sur l'harmonie à préserver dans le contact avec la réalité, finalement, me semble évoquer un monde tel qu'on pourrait le rêver, où chacun prenne soin d'autrui et l'aide à entrer dans la réalité. Ces femmes rappelant qu'elles sont elles-mêmes étrangères, accueillant des étrangères, donc bien au courant de la difficulté à arriver dans ce cas. Donc, nous avons découvert la reine Clytemnestre, et avant tout une mère dont le bonheur se confond avec celui qu'elle croit être celui de sa fille, les joies d'un beau mariage qui se profile, un mariage heureux avec Achille. Et il est intéressant de voir, pour peut-être méditer au-delà, sur la nature de cet amour maternel, ce souci qu'elle a de poser en quelque sorte pour que ce bonheur soit bien vu de tout le monde. Et toi, Iphigénie, tiens-toi près de ta mère pour afficher mon bonheur devant ces étrangères. Plus tard, avertie du sort cruel qui attend sa fille, elle n'hésite pas à oublier toute décence, toute retenue propre à cette femme du 5e siècle qu'elle est en fait, à sortir de chez elle pour se jeter aux pieds d'Achille et obtenir qu'il l'aide à sauver sa fille. Enfin, face à Agamemnon, son mari, elle déploie longuement, avec une énergie renouvelée, un plaidoyer aux arguments variés, maîtrisant, comme les personnages masculins, les ressources de la rhétorique, auxquelles s'ajoutent bien sûr les accents du cœur féminin. Écoutons-la. Πρώτα, για να πω την πρώτη βρωμιά σου. Με τη βία με πήρες και στανικά με παντρεύτηκες σκοτώνοντας τον Τάνταλο, τον πρώτο μου άντρα. Στα λάφυρά σου πέταξες το μωράκι μου αφού μου τάρπαξες από το μαστό μου. Η γη του Δία, τα δυο μου αδέλφια πάνω στα στραφτερά του σάτια σε κυνήγησαν. Ο γονιός μου, ο γεροτιμδάρεος σε έσωσε, σε λυπήθηκε και μπήκες πάλι στο κρεβάτι μου. Φιλιώθηκα μαζί σου, μάρτυρας είσαι.
Γυναίκα στάθηκα πεντακάθαρη στο σπιτικό σου και στο κρεβάτι φρόνιμη. Αυγάτισα το βιό σου. Να μπαίνεις μες στο σπίτι και να χαίρεσαι, να βγαίνεις στην αυλή, να καμαρώνεις. Σπάνια τέτοια γυναίκα θα πέσει στα δίχτυα ανδρός. Οι πρόστιχες χιλιάδες. Τα αγόρι τούτο σου γέννησα και κόρες 3 και τώρα εσύ τη μία μου την αρπάζεις άκαρδα. Αν κάποιος ρωτήσει γιατί τη σκοτώνεις, για πες μου, τι θα του πεις? Να μιλήσω για λόγους σου. Για να πάρει ο Μενέλαος την Ελένη, λαμπρά. Το παιδί μου ξαγορά κακιάς γυναίκας και με το σπλάχνο μας θα ξαγοράσουμε τη σιχαμένη. Λέγε, αν πας στον πόλεμο και γίνει να λείψεις χρόνο πολύ, τι θα ρεις? Με τι καρδιά θα μένω στο σπίτι? Όταν θα βλέπω τη θέση της πάντα κενή και ορφανό το κρεβάτι της, πνιγμένη στο δάκρυ μονάχη θα κάθομαι και νύχτα μέρα θα τη θρηνώ. Ο πατέρας σου σε σκότωσε, παιδί μου, μονάχος του. Άλλος κανείς, κανένα ξένο χέρι. Τέτοιον αγύριστο γυρισμό στο σπίτι μας άφησε. C'est une prise peu commune pour un homme qu'une pareille épouse. Il n'est pas rare qu'il en ait une mauvaise. Après 3 filles, je te donne le garçon que voici, et tu me prives cruellement de l'une d'elles. Si on te demande pourquoi tu vas la tuer, dis-moi, que répondras-tu? Faut-il que je le dise à ta place? C'est pour que Ménélas reprenne Hélène. Belle réponse. Payer avec ton enfant le prix d'une mauvaise femme. Nous achetons le plus haïssable avec le plus cher. Va, si tu pars en campagne en me laissant à la maison et restes là-bas le temps d'une longue absence, quel cœur crois-tu que j'aurai dans ma demeure quand je verrai vide sa chaise, vide sa chambre virginale, et quand, assise seule, en proie aux larmes, je ferai sans cesse entendre cette plainte. C'est lui qui t'a fait périr, mon enfant, ce père qui t'a engendré. Il l'a fait de sa propre main, ce n'est pas un autre, ce n'est pas une autre main qui t'a tué. Et tu reviendras chez toi en ayant laissé derrière toi une telle haine. On voit que Clytemnestre s'est usé d'abord d'une ironie amère, puis elle tente d'émouvoir Agamemnon, de le déstabiliser en faisant surgir l'image de la double et cruelle solitude qui l'attend. Image de cette femme, seule face à la mort de sa fille, au vide de sa disparition, et celle-ci, vous l'avez entendu, n'est pas rendue par des mots abstraits, mais par la vocation des lieux, des choses, témoins de l'absence. Vous avez entendu le mot vide qui scande l'énumération, la chambre, les chaises. La vision qu'elle donne de son propre malheur, qu'elle met en quelque sorte en scène, comme le cœur imaginé que le feraient les Troyennes, est un bel exemple du pathétique propre au théâtre d'Euripide. De manière plus générale, on peut dire que le pathétique chez Euripide est indissociable d'une conception nouvelle du personnage tragique. Ce poète a d'ailleurs été souvent critiqué de son vivant déjà, pense à Aristophane, à Aristote plus tard, pour avoir réduit les héros des mythes dont il s'emparait à un statut de faibles humains. Une source du pathétique dans Iphigénie et Ulysse est précisément le désordre émotif, le désarroi, la fragilité. Écoutons par exemple Iphigénie suppliant son père.
si j'avais, mon père, les mots et le chant d'Orphée pour persuader le rocher de me suivre et charmer qui je voudrais par mes paroles, c'est le chemin que j'aurais suivi. Mais je n'aurais pour tout art que mes larmes à t'offrir. Je n'ai pu que cela. Le rameau des suppliantes dont j'enlace tes genoux, c'est mon corps, ce corps que cette femme a enfanté pour toi. Ne me fais pas périr avant l'heure. La lumière douce à regarder ne m'oblige pas à voir ce qu'il y a sous la terre. Je suis la première à t'avoir appelé du nom de père. La première que tu as appelée ton enfant. J'ai été la première à m'abandonner sur tes genoux, te donnant de tendres caresses et en recevant de toi. Et tu me disais alors, te verrai-je heureuse, mon enfant, dans la maison d'un époux, menant épanouie une vie digne de moi? Et je te répondais en caressant ton menton que je touche à présent d'une main suppliante. Et moi, que ferais-je pour toi? Te recevrai-je peur quand tu seras vieux, en te faisant bon accueil dans ma demeure, te payant en retour la charge de tes soins nourriciers? Moi, je me souviens de ces paroles. Toi, tu les as oubliées et tu veux me tuer. Ne le fais pas. Je t'en conjure, au nom des Pélops et de ton père Atrée et de ma mère que voici. Elle a souffert pour me donner la vie et connaît à nouveau une même souffrance. Qu'ai-je à voir avec l'union d'Alexandre et d'Hélène? Se pourrait-il qu'ils soient venus pour me perdre? Tourne tes yeux vers moi. Accorde-moi un regard, un baiser, pour qu'en mourant, je garde au moins de toi ce souvenir, si mes paroles ne parviennent pas à te convaincre. Mon frère, tu es encore trop petit pour secourir ceux que tu aimes, mais ajoute tes larmes aux miennes et supplie ton père de renoncer à la mort de ta sœur. Même les tout petits ont le sentiment du malheur. Vois, père, même sans rien dire, il t'implore, aie pitié de moi et respecte ma vie. Oui, nous venons toucher ton menton en suppliant, nous, tes deux enfants chéris. Lui encore petit oiseau et moi déjà grande. Un seul mot de moi aura plus de force que tous les autres. Pour les hommes, ce qu'il y a de plus agréable à voir est la lumière. Sous terre, il n'y a rien. C'est folie de vouloir mourir. Mieux vaut vivre dans la honte que mourir dans la gloire. Cette tirade est peut-être le moment le plus touchant de la pièce, le plus connu aussi, pour cette raison, et la comparaison avec la tirade de l'Iphigénie de Racine, qui bien sûr s'en est inspirée, souligne l'originalité de la manière d'Euripide, qui là encore fait surgir l'émotion en convoquant avec réalisme l'imagination. Si Clytemnestre donnait à voir par anticipation le malheur qui l'attend peut-être, Iphigénie ressuscite avec précision les scènes d'un passé bien réel, celle de la douce intimité entre un père et sa fille, l'enfant sur les genoux de son père les caresse, et se surimposant encore la complicité d'un dialogue tourné vers l'avenir, que l'un et l'autre interrogeaient, suscitant la représentation d'un bonheur que le présent réduit à néant. Le pathétique est à son comble quand Iphigénie fait appel à l'aide de son petit frère. Il est à noter que l'enfant est absent de la tragédie grecque. À peine entend-on parler d'Astyanax, par exemple, dans Andromaque, mais l'enfant n'est pas là. En recourant à son innocence, à sa fragilité attendrissante, Euripide instaure une complicité émotionnelle très forte avec son public. Il souligne la dimension familiale du drame qui se joue et donc efface un peu la place
des dieux et du destin. La tragédie s'éloigne de son esprit premier. Elle donne au lien familier une force sentimentale qui la rapprocherait du drame bourgeois ou, peut-être dirions-nous aujourd'hui, du climat de la peinture de Greuze. Enfin, pour rendre sensible dans Iphigénie à Ulysse le désordre intérieur de ses personnages, Euripide a usé d'une dernière ressource, comme dans d'autres tragédies d'ailleurs. Il a multiplié les revirements des personnages. Mais les coups de théâtre provoqués par ces retournements multiples ne sont pas qu'un procédé destiné à créer le rebondissement de l'action ou la surprise du spectateur. Ils sont surtout la manifestation du conflit intérieur qui donne à la pièce sa dimension pathétique. Ils permettent au spectateur d'avoir une fenêtre ouverte sur les émotions des personnages d'Iphigénie au premier chef. Par leur brusque changement de résolution, les personnages d'Euripide ne sont plus les héros fermes, résolus qu'on trouve par exemple chez Sophocle. Ils changent radicalement d'attitude dans le cours de la pièce. Leur caractère fluctuant, leur instabilité est à l'image de leur désarroi intérieur. Le premier revirement est celui d'Agamemnon, qui, au prix d'un stratagème, a fait venir sa fille à Ulysse avant de revenir sur sa décision et d'envoyer un messager muni d'un contre-ordre. Un double revirement, même puisque, sermonné par son frère Ménélas et pressé par ses troupes, il finit par se rallier à nouveau à la demande de l'armée. Un second coup de théâtre, plus discret, est celui de Ménélas, qui, après avoir reproché à Agamemnon de renier son engagement et de préférer sa fille à la Grèce, finit par avoir pitié de son frère. Il s'agit même de retournement croisé, puisque finalement, au moment où Agamemnon accepte de sacrifier sa fille, revenant sur son revirement antérieur, Ménélas, gagné par l'émotion devant le désespoir de son frère, le presse de renoncer au sacrifice. Le troisième revirement, le plus important, est celui d'Iphigénie, qui, après avoir déploré d'être envoyé à la mort par un père impie, je péris sous le couteau impie d'un père impie, accepte le sacrifice, en impose même la nécessité à sa mère Clytemnestre. Chez chacun de ces personnages a lieu un jeu de bascule entre l'émotion et ce qui, si on se fie au lexique du texte, peut être appelé la raison. Une raison assimilée à la contrainte politique, à ce qu'on pourrait appeler aussi la raison d'État. Ainsi, quand Iphigénie finit par accepter le sacrifice, elle s'efface totalement devant la Grèce. Elle s'identifie à elle. J'offre mon corps à la Grèce, sacrifiez-moi, détruisez Troie. Elle vient pourtant de chanter peu avant la douceur de vivre avec une telle émotion que le choix de la mort paraît à ce moment invraisemblable, totalement inattendu. Ne me fais pas périr avant l'heure, la lumière est douce à regarder, dit-elle à son père. Ou encore, on vient de l'entendre, mieux vaut vivre dans la honte que mourir dans la gloire. Et pourtant, elle va choisir de mourir dans la gloire. Ces renversements sont si brutaux, si rapides, qu'Aristote, dans sa poétique, juge cette incohérence d'Iphigénie peu vraisemblable. Il écrit « Iphigénie, suppliante, ne ressemble nullement à Iphigénie telle qu'elle apparaît dans la suite de la pièce. » On a fait remarquer que les deux longues tirades contradictoires d'Iphigénie ne sont séparées que par 25 vers. Mais l'effet dramatique ou pathétique de ces retournements peut être saisissant. Il regagne même un peu de vraisemblance si l'on adhère à la conception du personnage tragique propre à Euripide, à savoir celle d'un être totalement tiraillé par des émotions contradictoires. Selon les moments, un sentiment éclipse l'autre. C'est tantôt l'emprise de l'émotion qui domine, tantôt la voix de la raison qui l'emporte. Alors certes, devant les citoyens réunis,
il est vrai qu'il était difficile de renoncer à la raison d'État. Et puis Euripide hérite d'une histoire qui se termine de toute façon par le sacrifice d'Iphigénie. Mais avant ce choix final, le poète met en balance l'humanité de personnages qui ne peuvent pas être mus seulement par la raison. C'est par cette humanité qu'on a pu qualifier de faiblesse par rapport à l'héroïsme traditionnel des personnages tragiques de son temps, que le théâtre d'Euripide reste proche de nous et peut encore nous émouvoir. Je ne veux pas que tu pleures. Vous, jeune fille, célébrez ma triste destinée en entonnant les péans d'Artémis, la fille de Zeus, et qu'il aille jusqu'au Danaan. Qu'on prépare les corbeilles, qu'on allume le feu pour l'orge purificateur, et que mon père fasse par la droite le tour de l'autel. Je m'en vais offrir aux Grecs le salut et la victoire. Emmenez-moi, moi qui vous livre la ruine d'Ilione des Phrygiens. Donnez, apportez les bandelettes pour mes cendres à la tête. Voici mes boucles à couronner, et apportez l'eau vive des lustrations. De vos danses autour du temple, autour de l'autel, honorez Artémis, la souveraine, la bienheureuse Artémis, car par mon sang, par mon sacrifice, puisqu'il le faut, j'effacerai l'oracle. Mère, vénérable mère, je ne t'offrirai pas mes larmes. Cela n'est pas permis à côté d'un autel. Io, jeune fille, célébrez de vos chants Artémis qui règne sur la rive opposée à Chalkis où, à cause de mon nom, les navires guerriers s'impatientent dans l'étroite passe à Ulysse. Io, terre des Pélages, ma mère. Io, Mycène, ma demeure. C'est comme θα με θυμηθείς, καλή μου μάνα, θα με θυμηθείς το καλοκαίρι, θα με θυμηθείς το καλοκαίρι, για κρύο νερό από τη βρύση. Θα με θυμηθείς, καλή μου μάνα, θα με θυμηθείς και το χειμώνα. Θα με θυμηθείς και το χειμώνα, για ζεστό ψωμί από το φούρνο.
en particulier, parce que vraiment c'est émouvant. Je trouve ça toujours très émouvant. C'est un texte vraiment qui m'émeut beaucoup, et de l'entendre en plus se dire comme ça et shooter, ce neurologue est magnifique. Voilà, merci beaucoup, et merci Jacqueline et René, parce que vraiment, vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, si certains d'entre vous veulent le livre, il est là, et les traducteurs seront ravis, je suis sûre, d'apposer leur signature. Est-ce qu'il y a des questions ou une discussion? Oui, vous pouvez, oui, si vous voulez poser des questions. Juste préciser que l'extrait qui était lu en grec moderne, c'est une traduction en grec moderne de Kapachimiris. Kostas Georgiopoulos, Kapachimiris. Oui, le micro, peut-être le micro. Ναι, αλλά τα υπέγραφος Καπαχημύρης είναι το ψευδόνυμο από το τεχνικό είναι Καπαχημύρης. Je ne sais pas si c'est nécessaire le micro ou si vous m'entendez. Oui, quand même. Je vous prie de m'excuser de cette intervention, mais après de tels extraits si émouvants, on ne peut pas s'empêcher de convoquer des esprits, des pensées qui... J'avais plein de questions avant de venir, et en particulier, je me posais la question de pourquoi est-ce que vous avez traduit, pourquoi ce livre maintenant, pourquoi Iphigénie en Aulis. On a passé 20 ans à ne parler pratiquement que d'Iphigénie en Tauride, où on a dit que dans l'Iphigénie en Tauride, il y a énormément de significations essentielles dans ces années, dans ces décennies de migration. Nous les Grecs, nous sommes ceux qui accueillons les gens, les barbares, les sacrifient, lorsqu'ils abordent la Crimée, par exemple. Donc, je me suis demandé pourquoi Iphigénie en Lys. Donc, c'était les questions que je m'apprêtais à vous poser. Quelles sont pour vous les significations essentielles dans cette tragédie? Et je me suis souvenu d'une tragédie jouée à la Comédie Française, montée par Yannis Kokos. C'était à l'époque où, de l'expédition, il fallait convaincre tout le monde d'aller combattre Saddam Hussein. Et Yannis Kokos avait interprété ainsi la tragédie. Il disait, quelle question pose Iphigénie en Aulis? C'est le prix du vent. Quel est le prix du vent? Pour que le vent se lève, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut sacrifier quelque chose d'important. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de comment Euripide traite du thème de la civilisation, des Grecs, des civilisés par rapport aux barbares, et il le fait de façon extrêmement différente. Dans sa comédie Cyclope, il énumère, nous, les Grecs, les civilisés, on boit du vin, on a des murailles, on est dans une cité, alors que Cyclope, il boit du lait, il n'y a pas de muraille, enfin, etc. Dans les Troyennes, le barbare, c'est les Grecs, qui vont sacrifier, qui n'hésitent pas à sacrifier un petit bébé, Astyanax, parce qu'ils ont très peur de sa vengeance, de la vengeance éventuelle des Troyens. Et les civilisés, c'est les Troyens, c'est Écube qui nous émeut. Et vous avez dit une chose très importante, vous avez dit que c'est très important le moment auquel est écrit et joué Iphigénie en Aulis, parce qu'il y a la guerre du Péloponnèse, et tout ça, et on voit ce que serait le bénéfice de la fin de la guerre, cette unité, alors qu'elle n'est pas là. Et depuis le début, c'est Castoriadis que j'ai imaginé présent ici, Castoriadis qui disait que la tragédie, c'est une institution de la démocratie athénienne. Il le dit exactement comme ça, dans ce qui fait la Grèce. Et il critique Aristote, par exemple, évidemment en prenant beaucoup des choses que dit Aristote, comme par exemple, c'est plein d'Aristote dans ce texte, ou de Platon.
C'est Aristote qui dit que le juste, on le voit quand il exerce le pouvoir. C'est là qu'on voit si quelqu'un est juste ou pas. C'est pas comme ça, parce que sinon on pourrait tous l'être. Et la justice, d'ailleurs, c'est pas vis-à-vis de soi, c'est vis-à-vis des autres. Mais il dit, c'est ce qui fait aussi la spécificité de la tragédie, c'est que le héros, c'est la cité, c'est la polis. C'est ce qui fait la différence entre les tragédies athéniennes et toutes les autres tragédies, aussi magnifiques soient-elles, Shakespeare, quoi qu'en dise Joseph Campbell, le héros aux 1000 visages, etc. C'est vraiment, le héros, c'est la cité. Et une des valeurs essentielles que nous transmet la Grèce, d'après encore une fois Castelletto, vous avez vu, c'est le plus ignorant en général qui prend la parole, et je m'en excuse. Mais je crois que c'est ça, encore une fois, rien n'est plus important que la vie pour les Grecs, mais une vie qui n'a que soi comme valeur ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est effectivement ce que nous dit Iphigénie. Mais il y a quelques jours seulement, le chef d'état-major de la République française nous a annoncé que si nous voulions continuer à être libres, eh bien, il fallait accepter l'idée que nous allions perdre nos enfants. Alors, en Grèce aussi, d'ailleurs, les personnalités politiques ont dit la même chose. Nous sommes en guerre avec la Russie. Ceux qui ne l'auront pas compris, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Mais enfin, la question se repose. Et donc, c'était une des questions que je me posais en me disant, mais pourquoi vous avez traduit? Et c'est un livre magnifique, je vous en félicite tous, vraiment. Vous avez tous illustré l'importance de ce texte. Et il est ô combien d'actualité. Donc, quel est le prix de la guerre? C'est ça, finalement, n'est-ce pas? Si le prix, c'est qu'inévitablement, on va devenir des barbares. Inévitablement, on va sacrifier non seulement nos fils, mais aussi nos filles. Et c'est ce que dit... vous avez raison de rappeler que, malgré ce que disait Aristophane, Euripide, là, rend hommage aux femmes. Clytemnestre. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est quel est aussi le prix de la paix? Parce que là, la paix qui se profile, par exemple, en Ukraine ou ailleurs, est-ce qu'elle est durable? Est-ce que ce n'est pas une paix, finalement, qui va nous conduire? Parce que je ne crois pas que ce soit la vengeance qui anime. Vous avez dit, ils sont faibles. Mais je ne crois pas qu'ils soient faibles, ils sont humains. Et c'est ce que dit, par exemple, encore, pardonnez-moi de le citer encore, Castoriade, il dit, Créon, la cruauté de Créon, qu'on a connu les Grecs avec la crise, hein, c'est qu'il n'écoute pas. Il est sourd aux arguments d'Iphigénie, ou d'Antigone ou de son fils. Alors que là, ils écoutent et ils changent d'avis. Et on dit communément qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc je crois pas, je ne sais pas s'ils sont faibles. En tout cas, c'est très humain et il me semble très actuel. Et je vous demande pardon pour tout ce commentaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à ce que tu as cité, il y a aussi dans la tragédie, il y a quand même aussi les dieux qui demandent. C'est inévitable, c'est Artémis qui demande le sacrifice et c'est pour ça que j'ai choisi aussi des chants traditionnels. Parce que ça, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, qu'on trouve aussi beaucoup dans le chant traditionnel, démotique. Toyefet Saltas, par exemple, il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux que le pont tienne, il faut sacrifier ta femme. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il y a quelque chose pour montrer peut-être aussi à quel point nous sommes faibles, nous sommes impuissants, les hommes. Oui, enfin, on peut appeler ça la destinée ou les dieux. Euripide a, de son vivant, été critiqué, même non pas condamné, mais il s'est exilé. On ne sait pas pourquoi il s'est exilé. 2 ans avant sa mort, auprès du roi Archélaos, roi de Macédoine, peut-être pour des raisons politiques, peut-être parce qu'il n'avait pas connu le même succès que ses prédécesseurs. Il a été couronné 4 fois, Sophocle 18 fois, Échille 18 fois. Bon, on ne sait pas. Mais il est certain que le fait d'avoir mis la puissance divine au second plan, ça a été perçu par les spectateurs.
Il a eu comme maître, enfin, il a fréquenté Socrate. On sait comment a fini Socrate, est condamné pour impiété. Il a eu pour maître Anaxagore. Anaxagore a été, je dirais aujourd'hui, exfiltré d'Athènes, et grâce à Périclès, parce qu'il était condamné à mort pour impiété. Protagoras, que Euripide a connu, a dû quitter Athènes accusé d'impiété. Donc on a là tout un milieu qui poussait Euripide peut-être à, non pas renier les dieux, et puis les légendes qu'il utilise, dans les légendes qu'il utilise, les dieux sont là, de toute façon. Mais, bon, disons, appelons ça destinée, l'inévitable, hein, une forme de réalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est ça qui compte, hein, je crois, ici. Après, pour répondre à... Alors, pourquoi Iphigénie à Aulis plutôt qu'Iphigénie en Tauride? Ça, je crois que l'on l'expliquait Voilà. clairement. Oui. Oui, mais enfin... oui. Il y avait aussi le fait qu'il y a eu une récente traduction très commentée d'Iphigénie en Tauride, avec laquelle nous n'avions pas envie de rivaliser. Voilà aussi. De collègues que nous connaissions. C'est une bonne raison. C'est déjà une raison. Non, puis Iphigénie n'est pas la même. Iphigénie en Tauride, c'est elle qui doit sacrifier. C'est elle qui tient le couteau. Son frère Oreste et Pylade sont des étrangers venus et Iphigénie appartient au monde barbare en Crimée. Et donc, personnellement, je trouve le personnage moins émouvant que dans Iphigénie à Aulis, tout bêtement, hein, je veux dire, ça compte aussi. Hein. Je crois qu'Odile nous attend pour un verre, n'est-ce pas? Merci d'être venu. C'est une tragédie émouvante.